Move TV. C'est une figure connue des médias, de la télévision camerounaise et panafricaine également. C'est un homme politique, c'est un leader d'opinion avec positionnement et une analyse suffisamment pointue. Nous avons le grand honneur de recevoir Monsieur Patient Parfendum dans le cadre de nos éditions de plateaux spéciaux SINAC. Patient Parfendum, merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa Move TV. C'est moi qui vous dis merci. Je vous dis merci, mais en même temps, j'avoue être un homme heureux aujourd'hui. Être un homme heureux d'être sur le plateau parce que je me souviens au tout début, je me donnais toujours, faisais violence en disant je serai aujourd'hui en compagnie de la princesse d'Imala, mais depuis un certain temps, la princesse est devenue une reine. Une reine parce que promotrice de cette belle aventure, elle a commencé tout petit, brique après brique, et de plus en plus, elle prend de l'ampleur. Elle est une référence aujourd'hui en termes de management, n'est-ce pas, dans le monde de l'audiovisuel. Et je suis convaincu que dans les jours et les mois à venir, on ira plus loin. L'aventure ira encore plus loin. Voilà. Et c'est notre ambition. Mais effectivement, vous avez fait, comment dire ça, vous n'avez pas fait dans la dentelle. Vous êtes accompagné d'une autre grande dame, n'est-ce pas, princesse Linda Ndedi, heureux de te retrouver sur ce formidable plateau, n'est-ce pas, de Africa Move. Et je peux seulement vous dire merci. Merci pour votre engagement toutes les deux. Merci pour votre abnégation, pour les difficultés que souvent les réussites ne disent pas ou bien ne comptent pas, mais dont nous qui avons été là, qui suivons de près ou de loin les turpitudes, les difficultés et toute l'énergie que vous mettez à construire une si belle entreprise savon, c'est vraiment pour moi motif de satisfaction aujourd'hui d'être là, mais surtout de rencontrer ces deux belles dames une fois de plus, qui ont fait le bonheur du panafricanisme, évidemment. Merci encore. Que, comme on dit chez nous, Bissaï, c'est-à-dire que de bénédiction, voilà, pour que l'affaire aille de l'avant. Merci pour cette invitation. Merci, on dira Amen pour ces bénédictions. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet principal pour lequel on va échanger, analyser, décrypter et même argumenter. Et dans quelques instants, on va tout d'abord démarrer avec un sujet d'accueil. Vandalisé et tué, battu. Ce sont des communautés africaines qui se trouvent en ce moment en Afrique du Sud. Des scènes surréalistes, partagées massivement sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, mettant en scène des Sud-Africains qui passent à tabac des ressortissants africains résidant en Afrique du Sud. La situation choque. Le paradoxe est surtout cruel. Quand on connaît l'histoire de l'apartheid, quand on connaît le combat porté par Nelson Mandela, voir de telles images choquent les Africains, à la limite révolte. Patient Parfendum, sur ce qui se passe ces derniers jours en Afrique du Sud concernant cette question de xénophobie, avant peut-être d'aborder l'aspect politique et diplomatique, revenons peut-être tout d'abord sur comment comprendre ce qui se passe sur le plan sociologique, sur le plan culturel et même sur le plan historique. Comment on peut interpréter ces actes, ce qui se passe en ce moment qui, à mon sens, est suffisamment grave? D'abord, je suis choqué. Je suis très choqué au vu des images qui ont été partagées un peu partout sur la toile et que nous avons tous vues. Très, très choqué. Je dirais tout simplement que c'est absurde. J'insiste sur le mot absurde. Tous les sacrifices que l'Afrique a eu à endurer pour son soutien à l'Afrique du Sud, qui combattait les racistes sud-africains, africaneurs, qui voulaient continuer à maintenir l'homme noir dans une situation de dépendance, de sous-homme, de soumission totale, de citoyens de seconde zone, oui, à la limite, avec tout l'État. C'était du nazisme à l'africaine, pour tout vous dire. C'est-à-dire, on ne vous apprend pas l'anglais, on vous exclut des terres qui sont fertiles, on ne vous considère pas comme des citoyens, même dans les grandes villes. C'est le cas de Johannesburg, on divise la ville en deux, une partie pour les Blancs, et puis il y a
un no man's land pour aller rejoindre Soweto plus tard. Parce que ce no man's land, attention, avait une fonction. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on voie chaque fois que un noir, pardon, autant pour moi, partait de son quartier de Soweto pour venir dans le quartier blanc, il était filmé, il était ausculté, etc. etc. S'il n'avait pas de laisser passer pour entrer dans le quartier blanc, soit on le renvoyait, soit même on le tuait. Exact, exactement. Les événements de Soweto, vous vous souvenez de cette grève des élèves de Soweto, Exact. avec ces centaines de morts, Ils seront massacrés. sont encore présents dans nos têtes. Mais quels sont ceux qui se sont levés les premiers pour dire « Nous ne pouvons plus continuer à l'accepter pour nos frères » Les Africains. Ce fut les Africains. Ce fut les Africains. Oui. J'invite les uns les autres, pour rappel, à aller relire les discours de Lusaka, lus par un certain Amadou Ahidjo, président du Cameroun, qui disait, à partir d'aujourd'hui, aucune relation avec l'Afrique du Sud raciste. Nous allons encourager les pays de la ligne de front. Nous demandons au Conseil de sécurité et à tout l'ONU de condamner ce qui se passe en Afrique du Sud. Et nous allons prendre des dispositions de telle manière que les États qui continuent à aider cette République sud-africaine raciste à maintenir nos frères dans une situation de déni d'humanité, nous allons dorénavant les considérer comme nos ennemis. Oui. Et ça, les Sud-Africains l'ont un peu oublié. Le mouvement est clair. Le mouvement s'appelle Push Them Out. Donc en français facile, c'est mettez-les dehors. À qui ça profite? Qu'est-ce que ça cache? Oui, mais je crois que d'abord un traumatisme historique que vivent pas seulement les Sud-Africains, toute l'Afrique, tout le monde noir en général. Je rappelle quand même que l'Afrique du Sud raciste, en son temps, était soutenue par qui? Par les puissances occidentales, au premier rang desquelles on trouvait Israël, les États-Unis, la France, l'Allemagne, curieusement, l'Allemagne, quand on parle d'Allemagne, on fait quand même allusion au nazisme, bien sûr, et l'Angleterre. Donc ils étaient d'accord avec cette politique raciste qui consistait à faire de l'homme noir un sous-homme. Un sous-homme, tout simplement, oui, oui. Dédié à des tâches subalternes, des tâches d'esclaves. C'est-à-dire que nous sommes dans un continent qui a subi les affres de l'esclavage, qui a subi, parce que quand on parle souvent des camps de concentration, on oublie que l'Allemagne a fait la première expérience des camps de concentration sur le sol africain. Nous ne l'oublions pas, en Namibie, n'est-ce pas? Oui. Avec les Hottentotes, avec une autre ethnie qui a un procès avec l'Allemagne pour des restitutions. Et on sort de là. Faites le lien avec nos frères déportés aux États-Unis, qui eux aussi ont subi la ségrégation raciale. Oui. C'est même en copiant la ségrégation raciale qui avait lieu aux États-Unis que les racistes africaners l'ont implémenté chez eux. Donc il y a ce traumatisme parce que le rapport à l'histoire n'est pas la chose la plus partagée avec les Africains. Oui. Les Africains pensent que quand ils sont dans des environnements qu'ils ont trouvés, que tout a été créé comme ça, tout est beau comme ça, et que ce sont les autres qui ont des problèmes. Maintenant, il y a la question d'ordre économique. Heureusement que Julius Malema a eu le courage de condamner ces actes de barbarie et de xénophobie de ses propres concitoyens, parce que lui, il est au fait de la question historique. Il est au fait de la question économique. D'autant plus que son mouvement s'appelle Freedom Economic Fighters. Pour dire qu'eux, ils sont les combattants pour la souveraineté ou la liberté économique. Donc, il est bien conscient que parmi les hommes d'affaires qui apportent, qui créent de l'emploi, qui créent de la plus-value sur le sol sud-africain, il y a beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup de Nigérians, il y a beaucoup de Zimbabwéens, il y a beaucoup de Ghanéens, etc. Oui. Et qui, bizarrement, ont la même langue parlée. Elle est assez similaire, bien sûr. Au-delà de la langue de la colonisation, il y a le Swahili, qui est une langue africaine, qui est la langue qui est assez répandue. Oui. D'abord, c'est la langue la plus parlée en Afrique. Exact. Une autre aberration, c'est qu'elle est considérée comme langue de travail au niveau de l'Union africaine, mais qui n'est jamais appliquée. Bon, donc, vous voyez donc que c'est ce traumatisme-là. En fait, c'est l'ignorance et une forme de déni de la réalité africaine, de soi oui. qui fait que on est très prompt, nous les Noirs, à haïr notre frère et à embrasser ceux qui nous ont maintenus dans une situation de quasi animaux,
Sur le fallacieux prétexte que, oh, ils sont blancs, ils nous donnent du travail, ils n'ont pas de problème, ils ne viennent pas voler nos emplois, etc., etc. Vous connaissez l'histoire du plombier polonais dont parlait Jacques Chirac. C'est la même situation, c'est une question économique. Mais maintenant, quand on inverse quand même aussi le problème, c'est que le regard des Sud-Africains noirs que nous avons aidés à accéder à la souveraineté, vis-à-vis des autres peuples de l'Afrique, est un regard condescendant. Parce que quand on montre des images de nos villes qui sont envahées par les poubelles, qui n'ont pas des infrastructures d'un certain niveau, quand on regarde la ville de Lagos perclue, n'est-ce pas, des générateurs de gauche à droite parce qu'il y a un problème d'offre énergétique réelle. C'est l'image de la misère. La misère, on renvoie l'image de la misère. Donc, le Sud-Africain, l'ancien discours raciste qui disait, vous savez, ces gens-là qui vous disent qu'ils sont vos frères, si vous allez chez eux, vous allez constater que vous êtes mieux ici, même sur le régime d'apartheid. Ça revient. Mais une fois de plus, c'est des manquements au niveau de l'éducation, c'est des manquements au niveau d'une réalité historique qui doivent se réapproprier, c'est des manquements au niveau même d'une géopolitique internationale et mondiale. Mais je chute quand même par quelque chose dont beaucoup n'en parlent pas ces derniers temps. L'Afrique du Sud est au devant de la lutte contre l'hégémonie américaine. L'Afrique du Sud... C'est assez contradictoire quand on voit ce qui se passe, effectivement. Mais il y a le gouvernement d'un côté et il y a, il y a ces activistes-là. Le lumpen prolétariat qui ne comprend pas d'autres. C'est une question d'éducation. L'Afrique du Sud est au devant de la lutte contre l'hégémonie américaine dans le monde. L'Afrique du Sud fait partie des BRICS. L'Afrique du Sud a été le premier pays à porter plainte à Israël de M. Netanyahou contre des crimes commis à Gaza. Et nous savons les méthodes de manipulation de la CIA, du Mossad. On avait d'ailleurs, M. Trump a été clair, il dit que ce qui s'est passé en Iran avec les soulèvements, c'est nous qui l'avons provoqué, nous l'avons armé, nous l'avons financé. Donc ne soyez pas étonnés un jour d'apprendre quand même que parmi les meneurs de cette honte, parce que c'est une véritable honte, n'est-ce pas, sur le visage de l'Afrique, qu'il y avait des agents, une instrumentalisation par les agences de renseignement, voilà, de la CIA, du Mossad et Tutu Kanti. Voilà aussi la faiblesse de l'Afrique. Toujours être prompt à être corrompu par des gens qui viennent d'ailleurs pour détruire sa propre image, pour détruire son propre pays. Et ça, c'est vraiment déplorable. Effectivement, le président Cyril Ramaphosa, président sud-africain, on connaît son positionnement, notamment depuis la montée fulgurante des conflits à l'échelle continentale. C'est-à-dire que le conflit actuel qui sévit au Moyen-Orient, qui oppose l'Iran aux États-Unis et à Israël, il a clairement pris position en appelant à ce qu'on puisse traduire en justice, par exemple, certaines autorités israéliennes, parce que l'Afrique du Sud, à l'échelle continentale, dans sa diplomatie, promeut le multilatéralisme auprès de peut-être des pays comme l'Espagne aujourd'hui et le Mexique. Donc, il y a clairement une